Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 137. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo? Es-tu bien rentré en Australie? Bonjour tout le monde, ouais, je suis bien rentré en Australie après moult péripéties parce que pour vous raconter ma vie, j'ai failli me péter le pouce en Pourquoi? ouvrant un compartiment à bagages. Le truc s'est retourné, j'ai vu mon pouce qui a fait ploup. Heureusement, rien cassé, tout va bien. Ok. C'est dangereux de voyager. Vache, là, on Plus que parle venir des en Australie. dangers pour le corps de jouer au football américain, mais on parle pas assez On parle de pas tous ces assez dangers danger du d'ouvrir quotidien. un compartiment à bagages. Mais ouais, et du coup, en fait, j'ai un peu déconnecté de la NFL. J'ai regardé le premier round de playoff dans l'avion, en direct. Et j'ai Hmm, trouvé ça assez exceptionnel parce que j'avais jamais hmm. fait ça. Donc ça, c'était cool, mais j'ai pas du tout regardé où est-ce qu'on était. Tu m'as dit tout à l'heure que les Commanders avaient battu les Lions, ce qui m'a beaucoup Oui, surpris. Donc il faut ouais, que parce je qu'on regarde ça. enregistre ça les dimanches 19 janvier. Et il y a eu deux matchs, ou trois matchs. Les Chiefs ont battu les Texans. Non, que deux matchs, je crois. Et les Commanders ont battu Lions. Donc voilà, Jayden Daniels qui continue sur sa lancée rookie assez incroyable. Et les Lions qui étaient archi favoris. Alors ils étaient pas mal blessés, les Lions. Il y a eu notamment en défense, principal blessé, je pense que c'est peut-être Aiden Hutchinson, leur DN qui a été blessé, etc. Donc ils étaient peut-être un petit peu diminués, mais ils restaient quand même archi favoris, même pour le Super Bowl. Hein, ils étaient dans les 2-3 favoris largement, même peut-être un peu plus haut que ça, peut-être même dans les deux favoris. Et ils se font taper par les Commanders. Et première mi-temps, alors moi j'ai pas regardé, mais première mi-temps, il y a eu 31-21, je crois, à la fin de la première mi-temps. Ce qui est tout à Ah fait ouais. honorable pour une fin de match. Donc avoir ça en fin de première mi-temps, c'est assez ouf. Mais voilà, je sais pas, il faudra que je regarderai le résumé quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est voie royale pour les Eagles qui vont pouvoir accéder au Super Bowl. J'ai l'impression, pas assez facilement, mais bon, les Rams, franchement, je crois pas qu'ils puissent aller battre les Eagles. Et puis après, les Commanders, bon, ce serait la très belle surprise qu'ils battent les Eagles au prochain tour. Hein. Ce serait assez incroyable. J'aimerais bien voir les Commanders au Super Bowl. C'était la dernière fois qu'on a vu les Commanders au Super Bowl, je pense que c'était il y a longtemps. Je sais même pas dire, j'en sais rien. Je sais pas, je saurais même pas te dire si on était nés, toi et moi. Tu Euh, crois qu'on n'était même pas né la dernière fois que les Commanders sont au Super Bowl? Parce que ce serait ouf que la première saison avec leur QB rookie, ils aillent au Super Bowl direct, ce serait complètement incroyable. Ah, bah, enfin, je veux dire, je ne serais jamais en train de supporter les Cowboys ou les Eagles au Super Bowl. Par contre, Ouais, les tu l'as déjà Commanders dit. au Super Bowl, même si c'est Mm, un rival de division, je suis derrière eux, ça, y a pas de souci. Sauf si ce ouais. sont les Bills, parce que j'aimerais bien que les Bills aussi remportent le Super Bowl. En tout cas, s'ils vont au Super Bowl, que c'est Commanders Chiefs, je suis clairement pour les Commanders, ça y a pas de doute. Ouais. J'en ai marre de voir les mêmes gagner tout le temps. Mais pour le coup, si c'est Chiefs Eagles, là, je sais qui supporter aussi, évidemment. On va commencer, Thiergo, juste rapidement. Je vais vous partager mon écran. On va parler, avant de commencer, de faire ce bilan de notre attaque. On va juste parler du Patreon. Et je vais juste, pour ceux qui sont sur YouTube, vous rappeler quelques éléments et vous montrer ça. Thiergo, est-ce que tu peux juste nous expliquer comment nous soutenir? Et c'est, un rappel important que votre soutien est important puisqu'il nous permet de payer tous nos hébergements, différents hébergements sur le blog, sur le podcast, etc. Est-ce que tu peux rappeler, Thiergo, comment on peut nous soutenir? Ouais, et pas que les hébergements sur le blog et le podcast, nos hébergements respectifs, hein, parce que vos dons sur le Patreon permettent de rembourser le crédit de Plax et moi de payer mon loyer. Donc Ouais, c'est c'est vrai. extrêmement... Bon, blague à part, non, c'est pas du tout ça. En tout cas, on a cette plateforme qu'on utilise maintenant depuis un petit moment qui est patreon.com/onlygiantpodcast dans laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une petite contribution, soit ponctuelle, soit mensuelle, selon ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit ponctuel, vous faites rejoindre, et puis dès que vous êtes débité, je crois que c'est immédiatement, genre 24 heures plus tard, vous regardez, et puis vous arrêtez. Et comme d'habitude, on remercie très chaleureusement tous nos contributeurs présents et même passés. Il y en a qui en fait contribuent d'ailleurs depuis des mois, hein, et ça nous aide beaucoup parce que c'est sûr que ça fait un poids en moins de se dire, bon, on n'a pas à se soucier de la viabilité de ce blog, de ce podcast, parce que on sait que grâce à ça, on peut continuer à faire tourner la lumière dans le Mm. podcast, l'hébergement et tout ça, tout ça. Donc encore un grand Ouais, les merci. réseaux sociaux. Voilà, et pour ceux qui ne peuvent pas contribuer, déjà rien que le fait que vous soyez là,
que vous soyez en train de mettre des pouces, que vous soyez en train de commenter, ça contribue aussi énormément au référencement du podcast. Donc, c'est tout simplement énorme. Ouais, ceux qui peuvent pas contribuer, c'est vrai, si jamais vous avez cette volonté de soutenir malgré tout, le moindre like, je crois qu'il y a des étoiles sur Spotify, ça dépend des plateformes sur lesquelles vous êtes, mais vous abonner sur le YouTube, peut-être activer la cloche aussi, ça vous permet d'avoir les informations des vidéos qui sortent, etc. Alors voilà, si vous pouvez commenter, tout ça nous aide évidemment, et puis financièrement, ceux qui peuvent. C'est un énorme investissement en temps, tout ce qu'on fait évidemment sur cette chaîne et ces réseaux sociaux, etc. Si ça peut nous éviter de sortir la main à la poche pour tous les hébergements et tous les stockages de données qu'on fait, etc., c'est effectivement encore mieux. Et donc, on vous remercie en avance. Et à la fin de la vidéo, on met sur YouTube la liste des gens qui nous soutiennent. Et voilà, donc merci à tous encore de votre soutien. On va commencer. Donc le bilan. Donc on va faire une vidéo bilan de l'attaque. On va parler de tout ce qui s'est passé en attaque. On va parler des stats globales. On va parler des joueurs. On fera la même chose ensuite sur la défense et on fera un épisode. Ensuite, on a prévu un épisode bilan des premières drafts de Joe Schoen. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur ces 3 premières drafts? Alors évidemment, il y a 3 ans maintenant, ça y est, on commence à avoir un petit peu de recul. On le dit à chaque fois, avoir un recul d'une année sur l'autre, c'est peut-être pas évident. Là, cette année, on a une super draft, donc peut-être qu'on aura des choses intéressantes à dire. Bref, en tout cas, on fera une petite projection. Et vu qu'il a été retenu, notre ami Joe Schoen, comme Brian Daboll, eh bien, ça vaudra le coup de faire ce bilan et de parler de tout ça. Je vais vous partager des stats. Alors, je vais juste afficher l'écran comme ça. Alors, on va les citer. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est pas grave. Ceux qui êtes sur YouTube et qui regardent cette vidéo, vous pouvez suivre le tableau avec nous. Ça marche aussi. Donc, je vais partager ça et je vais juste résumer. Et puis après, je te donnerai la parole à Thiergo. Je vais juste résumer quelques stats que j'ai trouvées importantes. La première, c'est 5011 yards. Au total, dans notre attaque, on est 30e de NFL. Je pense qu'il y a des QB, je n'ai pas été voir qui est le QB qui a lancé le plus de yards à la passe, mais tu as des QB qui doivent se rapprocher de ça juste avec leur stats à la passe, sans compter les courses de toute l'équipe. Il y en a qui sont, je pense, Joe Burrow, il doit être à 4000 et quelques à mon avis, donc il est quasiment à lui tout seul juste à la passe, il faut autant que notre équipe. On est 30e de NFL, donc avant-dernier. 273 points marqués, 31e, on est avant-dernier. 15 TD à la passe, 32e, on est bon dernier. 13 TD à la course, on est 23e, c'est un petit peu meilleur. Et par contre, une des stats où on a été plutôt bon, c'est plutôt bon, on a été moyen, c'est le drive moyen, donc 6 jeux, donc on est 17e, et il y a eu une stat où on était dans les meilleurs, je sais plus ce que c'était, mais c'était sur le maximum, le nombre de jeux maximum par drive. Enfin, on arrivait à faire des drives qui étaient assez longs. Autant on avait des drives qui étaient très courts et on faisait rien, des try and out, ça arrivait souvent. Autant on a eu des drives qui étaient très longs et là on était parmi les équipes qui avaient le plus de longs drives. Mais toujours est-il que manque de jeu, pour moi ce que ça traduit c'est le manque de jeu explosif, obligé de faire beaucoup de jeux courts et d'avoir des drives longs si on veut réussir à marquer, pas le droit à l'erreur et à chaque fois on a eu du mal à remonter des erreurs dès qu'on se prenait des pénalités, c'était très difficile et donc ce manque de jeu explosif malgré des joueurs explosifs, je pense dû au manque de quarterback qui a pesé lourd. Qu'est-ce que ces premières stats t'évoquent, Thiergo, et quel est ton avis sur cette attaque qu'on peut déjà qualifier de plutôt minable? Complètement minable d'ailleurs, hein, et je pense que tu as très bien résumé ce qui manquait à cette offense des Giants, c'est le manque d'explosivité. Et quand tu vois les playmakers qu'on avait à certains postes et aussi les améliorations qu'on a vues sur d'autres postes, le premier étant la ligne offensive, on en parlera plus en détail dans un instant, ce manque d'explosivité, il était manifeste. On n'avançait pas, personne n'avait peur de se prendre des grosses bombes de la part des Giants. On a eu de temps en temps des gros plays, mais c'était beaucoup plus rare et absolument pas régulier. Et en fait, moi, le bilan que je fais de cette première saison de l'attaque sous Brian Daboll comme play caller, parce que on le rappelle, quand il est arrivé comme head coach, il a confié le play calling à Mike Kafka. Et la deuxième saison, il n'était pas très satisfait du play calling de Mike Kafka, donc il intervenait sans intervenir. Il y a eu tout ce débat de est-ce qu'il a repris le play calling et il disait que non alors que c'était évident que oui. Et puis là, pour la troisième saison, il a dit je reprends le play calling. Et ça ne s'est pas du tout amélioré. Certes, il y avait un gros souci au poste de quarterback et on va pouvoir en parler un peu plus longuement, un peu plus en détail. Mais je pense aussi qu'il y avait des moments où on n'avait pas forcément un play calling qui était
très adapté aux situations. Et tout ça a contribué à encore une fois, je sais pas depuis combien de saisons on se retrouve dans les derniers. Hein. C'est même pas dans le bottom 5, c'est vraiment dans le bottom 2 de la ligue où on est nul dans tous les secteurs offensifs, pratiquement. Ouais, donc, ouais, ça fait plusieurs années qu'effectivement, c'est assez terrible notre attaque, c'est compliqué. Alors tu parlais effectivement du play calling, je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu des moments où il y a des jeux bien appelés, des moments où c'était plus compliqué. On a vu beaucoup en début de saison, et je pense qu'il a mené assez vite au départ de Daniel Jones, c'est qu'on a eu pas mal d'actions et de frustrations, nous, mais aussi le coach, où il y a eu et je me rappelle surtout de ce jeu du flip flicker où tout le monde dit c'était n'importe quoi ce flip flicker machin, où il y a eu des joueurs complètement ouverts dans le fond du terrain, où soit Daniel Jones les a complètement ratés, donc tous les passes longues, il a été nul toute cette saison, Daniel Jones, mais abominable, hein, vraiment terrible sur les jeux longs, ou alors il leur lançait même pas la balle. Il en était arrivé à un stade où il voyait même plus les mecs. À un moment donné, tu te rappelles, il y avait eu ce jeu où Malik Nabers et Wendell Robinson sont tout seuls à 30 ou 40 yards de profondeur, il n'y a aucun défenseur sur eux, sur ce fameux flip flicker, et il lance même pas le ballon, Daniel Jones, je sais pas, il a peur, alors qu'il a le temps, on se rappelle, on avait vérifié, il avait largement le temps de lancer. Et voilà, donc bon, il y a eu cette frustration où d'ailleurs Daboll, il met pas comme on dit, ses joueurs sous le bus, où il les expose à tout le monde en disant c'est de leur faute, il va plutôt prendre sur lui. Mais il n'y a que Daniel Jones où il a dit à un moment, on a senti clairement qu'il y avait une frustration, un énervement. Il n'en pouvait plus. Et il a clairement dit, là, il y a des problèmes de quarterback et ça vient de là. Si on n'arrive pas à faire des jeux, une fois qu'il était parti, il a dit, bah voilà, quand on a au Drew Lock fait un bon match, il dit, bah voilà, quand on a un quarterback, on arrive à faire des choses. C'est le match qu'on a gagné où notre attaque était ultra explosive. On a eu beaucoup de jeux explosifs. Mais il y a eu aussi, tu sais, ce match, alors je sais plus contre qui c'était, où tu as Malik Nabers qui, à la fin du match, je me demande si c'était pas contre les Buccaneers. C'est ce match où quand il était dans les vestiaires à discuter avec les journalistes, il a dit c'est pas normal que je passe une mi-temps sans toucher le ballon et qu'on commence enfin à me donner le ballon en deuxième mi-temps. Et on avait vu en effet sur ce match que alors c'était encore Daniel Jones, donc c'était pas les Buccaneers parce que je crois que c'était encore Daniel Jones qui était quarterback, et Daniel Jones n'envoie jamais la balle du côté de Malik Nabers. Et puis en fait, deuxième mi-temps, il y a vraiment eu une insistance sur des passes vers Malik Nabers qui montrait bien que quand on veut forcer les balles sur Nabers, on peut le faire. Et Daboll, je pense, avait mis du temps à s'adapter, à se rendre compte que il aurait dû dire à son quarterback, envoie à Nabers. Même si tu penses qu'il n'est pas ouvert, envoie vers lui. Et bon, voilà, quoi. Donc ça a créé beaucoup de frustration. Nabers qui, lui, on l'avait vu pendant Hard Knocks, disait moi ce que je vais pas supporter c'est de perdre et tout, etc. Il a bien montré qu'il le vivait très très mal. Ça s'est amélioré au cours de la saison. En fait, je pense qu'il a appris à gérer la presse aussi. Il a su qu'il y a des choses qu'il pouvait pas dire. Il a dû discuter un peu avec les services de communication qui lui ont dit bon là, écoute, ce genre de choses, faut quand même faire un peu attention. Il s'est vraiment amélioré sur ses interviews. Il a été plus calme et plus posé sur les choses qu'il a dit. Mais oui, il y a eu une frustration, c'est sûr. Il y a quand même eu, c'est vrai qu'il y a des moments où pendant plusieurs quarts-temps il n'était pas forcément visé, mais il y a eu aussi beaucoup de passes lancées dans sa direction, et donc, mais je pense que c'est justifié de presque forcer en fait sur ce genre de joueur, même quand il n'est pas ouvert. Tu peux, et on l'a vu, il va chercher la balle en fait. Ce genre de joueur, c'est impressionnant. C'était pas obligé d'attendre qu'il soit libre. Tu lui envoies, il va faire ce qu'il faut pour aller chercher la balle. Et ça, c'est une vraie différence entre des joueurs de très très haut niveau comme Malik Nabers et des joueurs un petit peu en dessous comme un Darius Slayton par exemple. Alors, si ça te va, moi je voudrais commencer par parler de la ligne offensive, parce qu'on a vu quand même une belle amélioration de cette ligne offensive dans les premiers matchs en tout cas, et on s'était vraiment dit avec ce nouveau coach, etc., de la ligne offensive, on s'est dit oh là c'est vrai que c'est quand même différent, c'est même les matchs qu'on perdait, on sentait qu'il y avait du mieux, que Daniel Jones était moins sous pression sur les premiers matchs. Alors juste je rappelle, la ligne offensive titulaire en début de saison, c'était Andrew Thomas qui malheureusement n'a joué que 6 matchs, donc il a été vite blessé, et on a senti très vite la différence une fois qu'il a été blessé. Parce qu'en fait, en tackle gauche, on n'avait personne, et que Josh Ezeudu, qui était le plan pour être en tackle gauche, c'était un plan de merde, il faut le dire. Ça marche pas du tout. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi les coachs se sont obstinés à vouloir mettre un Josh Ezeudu en tackle gauche alors que ça marche pas. Et le GM, pourquoi est-ce qu'il n'a pas préparé un meilleur plan de remplacement? Pour moi, c'est pas le GM. C'est pourquoi est-ce que le coach s'est pas tout de suite dit on met Elumuneur à gauche et on remet Evan Neal à droite ou n'importe qui à droite. Mais
Mais Ezeudu à gauche, c'était une cata. Au bout de 2 snaps, je me souviens, le match où il est rentré titulaire, ça devait être le 7e match de la saison, du coup. Ouais. Il y a eu Ezeudu à gauche, et au bout de deux actions, mais il se fait piétiner, mais ridicule. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, été le Ezeudu, c'est la décision de Joe Shane de dire c'est bon, on n'a pas besoin de prendre un left tackle backup parce qu'on a Ezeudu. Et donc, du coup, forcément, en cours de saison, Brian Daboll, c'est lui qui prend la décision et il fait avec les cartes qu'il a en main. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que à partir du moment où il voit que Ezeudu se fait piétiner, voilà, il dit ok, c'est bon, on arrête, on va mettre Elie Meneur côté gauche. Après, je pense que ça va être un peu compliqué de dire à un joueur en cours de match, tu as commencé côté droit et puis maintenant il faut que tu te prépares côté gauche. Ça ne va pas être un switch qui doit être aussi simple que ça. Là, je parle même pas en cours de match, je parle du match suivant où ils ont quand même une semaine pour se préparer. Et moi, je le mets plus sur. Ça aurait dû être changé beaucoup plus rapidement. Mais ce que moi, je le mets plus sur l'épaule du coach, hein, vraiment. Hein, où s'il l'a vu que c'est pas le bon plan. Le coach, il joue, enfin, il fait en place les alignements en fonction des cartes qu'on lui a données. Oui. Et en fait, il avait un Elie Meneur qui était vachement bien adapté pour le côté droit. Et il s'est dit, je vais essayer de travailler avec Ezeudu côté gauche parce que c'est ce qu'on m'a donné. Il a essayé trop longtemps, je suis d'accord avec toi. Mais à la base, quand tu remontes un peu, il y a un choix volontaire de Joe Shane de dire je ne renforce pas le poste de left tackle parce que je vais miser sur le fait que Andrew Thomas va peut-être louper 1 ou 2 matchs et non pas 11. Enfin 10, pardon, excuse-moi, puisqu'il y a 16 matchs sur la saison. Et que ça fera l'affaire. Et d'ailleurs, on pourra en reparler peut-être quand on fera le bilan global et qu'on parlera du mode de gestion de Joe Shane. Je trouve que dans la gestion du banc et de se préparer en amont des blessures, et là, pareil, c'est pas que Joe Shane, hein, bien entendu. Hein. Encore une fois, je te contredis pas sur le fait que c'est le coach qui décide de qui va sur le terrain et à quel endroit. Mais le coach, encore une fois, c'est pas lui qui fait la signature des joueurs. Non. Alors, c'est 17 matchs dans la saison maintenant, Thiergo, ça a changé depuis quelques années. 17. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Effectivement, il fait avec les cartes qu'il a, mais dans ces cartes, il y avait un Elie Meneur qui s'est joué des deux côtés. Oui, mais il était titulaire. Ça, on savait pas qu'il savait forcément très bien jouer. Mais si, on savait. Bien sûr qu'on savait qu'il était versatile. Il était principalement sur le côté droit chez les Raiders. Alors attends, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que peu importe qui tu mettais d'autre, ce qu'on savait, c'était que Ezeudu était catastrophique à gauche. Ça, on le savait. Donc, à un moment, tu peux t'obstiner si tu veux. L'année dernière, on avait testé, ça marchait pas. On a testé en pré-saison, on a vu que ça marchait pas. Et quand on arrive en match, il retente et voit que ça marche pas. Donc, après, voilà, même on a essayé Hubbard, c'était pas bon non plus. On a essayé, mais on a essayé des mecs. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans tous les cas, effectivement, dans le roster, ça manquait d'un remplaçant, ça, il n'y a pas de doute. Mais mettre Ezeudu à gauche, s'obstiner à mettre Ezeudu en tackle gauche, pour moi, c'était une erreur. Et il aurait dû beaucoup plus vite s'adapter et savoir en fait qu'au bout d'un moment, Ezeudu en tackle gauche, ça marche pas. Et il avait eu le temps de le tester et il l'avait déjà testé. Et je te confirme qu'Elie Meneur n'a jamais joué left tackle dans ses équipes précédentes. Il était soit guard, soit right tackle. Il a commencé comme guard et puis après il a été déplacé. Donc je pense que le moment où Daboll s'est dit bon, on va essayer Elie Meneur en left tackle, ce qui était clairement la meilleure solution, hein, c'était un peu par désespoir en disant bon, on va le mettre dans une position dans laquelle il n'est pas confortable. mais un mec qui est bon, moi, on le voit un peu dans toutes les équipes NFL, les O-line qui sont bons, tu les mets n'importe où, ils s'en sortent toujours. Un mec qui est nul, même si Ezeudu, son grand truc quand il sortait d'université, c'était oui, c'est joué partout, machin. Bon, il est nul. Donc non, ça marche pas. Bref. Mais après, pour en revenir sur la prestation globale de cette ligne offensive, je te rejoins tout à fait. Attends, j'étais en train de lister les différents joueurs juste pour refinir sur au moins la O-line titulaire, puisqu'on les a pas cités. On avait John Runyan en garde gauche qui avait 13 matchs joués, qui se blessait jamais, qui évidemment quand il arrive chez nous se blesse, évidemment, il fallait que ça arrive. John Michael Schmitz, 15 matchs joués, qui a été vraiment très moyen sur sa deuxième année, donc je suis même pas sûr que ce sera lui notre centre titulaire l'année prochaine. Greg Van Roten qui arrivait un peu à l'arrache au dernier moment, on pensait qu'on était tranquille au poste de garde droit et en fait, je sais plus s'il jouait à gauche ou à droite, c'est peut-être l'inverse, mais bref, Van Roten qu'on a un peu récupéré au dernier moment, qui a joué 17 matchs, qui a fait un rôle ok quoi, mais là aussi, là je te rejoins sur la partie anticipation et banc.
On aurait dû avoir des mecs plus solides et pas aller le chercher au dernier moment, alors que je crois que le mec était quasiment pas là pendant l'intersaison et pendant tout la pré-saison et les matchs. Donc ça, c'est pas normal. Et on a eu Luminor qui, lui, a été vraiment une vraie valeur sûre. Il a joué partout. Il a été super solide et il a été un tout petit peu blessé. Je crois sur un match, il n'a pas joué, mais sinon, le reste, il a pu jouer. Il peut jouer partout. Et c'est vraiment, en plus de sa mentalité vraiment... Pardon ? Ouais. Il s'est révélé comme un véritable leader offensif, je trouve. Mais ouais, et puis sa mentalité, elle est irréprochable. Ouais. Irréprochable, donc ça c'est vraiment cool. Et après, bon, dans les remplaçants, on avait Josh Ezeudu, on l'a dit, Evan Neal, Aaron Stinney, Chris Hubbard, Jake Kubas. On a eu, pour finir sur ça, et puis je te laisse la parole, encore une fois, malheureusement, une des lignes offensives les plus blessées, et avec le nombre de rotations différentes les plus élevées de NFL, donc ça, malheureusement. Mais malgré tout, on a vu, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, une vraie progression par rapport à l'année dernière. Ça, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est à mettre au crédit de Carmen Bressillo, qui arrivait déjà avec une énorme réputation de chez les Raiders et qui a fait un travail monumental. On a vu... Bon, le run block, les années précédentes, n'était pas forcément dégueulasse, mais là, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de brèches d'ouvertes et on avait un running game qui, malgré le départ de Saquon Barkley, était meilleur qu'avant. Et puis après, en fait, en protection de passe, on voyait enfin Daniel Jones avec du temps. Et Daniel Jones, il avait tellement pas l'habitude qu'en fait, il se mettait dans des situations tout seul où il paniquait parce qu'il pensait qu'il allait se faire saquer alors que les gars tenaient. Donc, alors c'est pas forcément, enfin si c'est de la faute de Daniel Jones. Ce que je veux dire, c'est que pour expliquer la situation, c'est que Daniel Jones, il venait de faire 5 ans où il arrêtait pas de se faire tabasser à chaque match. On comprend un peu le trauma. Mais en tout cas, sans revenir sur le cas Ezeudu, j'ai juste envie de citer le cas Evan Neal, qui pour moi est le plus gros échec de... non, il y a un débat peut-être, mais on va dire que c'est le plus gros échec de Joe Shane à la draft pour le moment, parce que on n'en fait rien. En fait, il est nul, il est tellement nul qu'on ne veut même pas le titulariser et on ne veut même pas l'essayer comme garde en disant bon, allez, garde, normalement, c'est censé être un peu plus facile que tackle. On a vu les situations où Evan Neal, en fait, il se retrouve par terre, tout seul, où en fait, parfois, en fait, tu vois le rusher qui part sur la gauche et lui, en fait, il tourne de l'autre côté. Et tu vas dire, mais il est parti par là, pourquoi tu... il est nul, et on n'en fera rien de ce type. Et c'est un énorme bust. Et je pense que même si Carmen Bressillo ne peut rien en faire, je doute que quelqu'un en NFL soit capable d'en tirer quelque chose. Ouais, alors, moi je suis d'accord avec toi, il est nul. Par contre, on l'a vu quand même, on voit que physiquement, il a quand même des atouts parce qu'on l'a vu mettre quelques pancakes, notamment sur du jeu à la course. Là, il est OK sur le jeu à la course. Ouais, c'est vrai que ce soit la protection de passe en fait qui se ridiculise de manière constante. Même s'il y a eu des matchs cette année où il était à peu près correct. Par contre, moi je comprends toujours pas pourquoi on s'est pas dit OK, le mec. Enfin, on peut s'obstiner à un moment donné, c'est très bien. Comme on peut s'obstiner à mettre Ezeudu en tackle gauche, on voit que ça marche pas, on continue et ça marche pas. C'était quoi le truc, la fameuse phrase qu'on entend tout le temps là? La vraie folie, c'est essayer toujours la même chose et attendre un outcome différent, un résultat différent. J'entends cette phrase-là souvent à droite à gauche, je sais pas vraiment d'où elle vient, mais je comprends le principe. C'est tu fais toujours pareil. À quel moment ça va changer? En fait, ça ne change pas. Si tu changes rien, le résultat va pas changer. Donc, est-ce qu'on va regretter, comme on l'a eu avec comment il s'appelait notre joueur qu'on avait drafté au premier tour, qui était parti pour, il avait switché de tackle avec Eric Flowers, où on avait dit on a exactement la phrase que tu as dit, on n'en fera jamais rien, voilà, et il est parti et quelqu'un d'autre a décidé tiens, peut-être qu'on va le tester en garde, et il était OK en garde. Ce serait très con de ne pas faire ça chez nous. À un moment donné, tu peux t'obstiner, mais réfléchis à ce que tu peux améliorer. Alors, soit ils ont déjà testé et ils savent que ça marche pas, machin, mais d'après ce que les gens qui vont aux entraînements et qui vont dans l'intersaison voient
il n'a jamais vraiment été testé en garde. Et effectivement, c'est un poste où t'as moins. En fait, le problème sur l'extérieur de ligne offensive, c'est que les mecs ont beaucoup d'espace sur l'extérieur, ils peuvent repiquer à l'intérieur, c'est très compliqué. À l'intérieur, tu as beaucoup moins de possibilités et c'est un peu plus facile à tenir. Et c'est souvent des joueurs aussi un peu moins rapides, même s'ils sont puissants, parce que c'est des D-line, mais c'est l'intérieur de la ligne défensive, donc ils sont peut-être un petit peu moins rapides. Donc peut-être que ça lui irait mieux, et je comprends pas qu'on n'essaye pas, tu vois, même qu'on le fasse 2 matchs ou au moins qu'il essaye l'entraînement, quoi. J'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc ça, c'est terrible. Le mec, le chope au 3e, non, 5e pick, 3e pick, 5e choix, je crois, 5e ou 6e. Mais tout ça pour dire que, ouais, en effet. Et alors, ça se trouve, il y a une raison qu'on ne connaît pas. Peut-être, ça m'intéresse. peut-être. Parce que je pense pas que Daboll et compagnie se soient dit putain, on a ce first rounder dans notre roster, et si on le laissait sur le banc? Je pense qu'ils ont sérieusement cherché un moyen de le mettre sur le terrain, mais que clairement, il doit montrer des choses qui sont insuffisantes en entraînement pour mériter cette place. Au bout d'un moment, il faut que tu la mérites, ta place sur le terrain. Mais parfois, tu as envie de dire, ouais, c'est ça, mettez-le en garde au moins un match, même si vous savez que ça va être catastrophique. Comme ça, tout le monde verra que c'est catastrophique et on arrêtera de vous poser la question. Alors, je ne suis pas sûr qu'en effet, ce soit forcément la stratégie que tu as envie d'avoir en tant que coach, de faire exprès de mettre un joueur dans une mauvaise position juste pour démontrer que tu avais raison de ne pas l'essayer à ce poste-là. Mais le cas d'Eric Flowers que tu cites, il est tout à fait correct. Il a eu un autre coaching, il a eu un autre environnement. Là, aujourd'hui, je dis, bon, personne n'en fera rien en NFL. Je dis ça un peu rapidement. Il y aura forcément quelqu'un pour me donner tort. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu vois, le pire, il quitte les Giants, on le laisse partir, allez, vas-y, il nous fait chier. Il va chez les Eagles et il se met à jouer, à être garde, et ils en font un garde titulaire, machin. Là, putain, ce serait la honte, mais absolue, quoi. Donc, mais attends, le coach, rappelle-toi que le coach de la ligne offensive, Bobby Johnson, des Giants, est parti chez les Commanders et ça se passe bien pour lui. En fait, on est un peu. Alors après, c'est aussi un autre contexte. Il a aussi un quarterback qui court beaucoup. Il y a un schéma de jeu qui est différent. Donc, ça correspond peut-être aussi un peu plus. C'est un peu plus facile, ou en tout cas différent pour Bobby Johnson. Mais ça pour dire que parfois, on se demande s'il n'y a pas un peu une malédiction au-dessus de New York qui fait que tous les joueurs et tous les coachs qui arrivent ici deviennent instantanément nuls, que ce soit chez les Giants ou chez les Jets. Qui sait? Ouais, alors on n'a pas que des joueurs nuls et on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a certaines questions où on se dit, bah voilà, ce joueur, ça va pas, et puis quand il part, il devient OK, et ça, c'est quand même un petit peu chiant. Ou alors on laisse partir des joueurs forts, et voilà, ça c'est un autre débat. OK, sur la ligne offensive, bon, globalement, il y a quand même eu de l'amélioration, et à mettre au crédit de Joe Shane, il y a quand même eu des moves qui étaient intéressants, et Ronian, ça a été intéressant, et Lumineer, ça a été incroyable. C'est vraiment un super choix d'avoir fait venir ce joueur-là. Il a quand même investi 25 millions sur la ligne offensive en cap space. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, et je pense qu'il va falloir continuer d'investir et trouver, par contre, améliorer ce banc. Je pense qu'il faut au moins aller chercher là, peut-être draft ou free agency, c'est pas le débat, mais il va falloir au moins trouver un garde titulaire et un garde droit titulaire. Le centre, ça vaut le coup de regarder quand même et le mettre en compétition, et pas partir du principe que John Michael Schmitz va être titulaire sur l'année à venir, parce que ce serait une erreur. Il faut au moins le mettre en compétition. Donc voilà, il y a encore des choses à faire, et ce serait bien que notre ami Andrew Thomas arrête de se blesser aussi, parce que autant il est excellent quand il joue, autant il se blesse vraiment énormément, et ça c'est problématique, et on lui a donné aussi un bon contrat, donc on a envie qu'il joue. On passe sur le site Pro Football Reference, il y a quarterback qui arrive directement dans les premiers. Est-ce qu'on fait quarterback, ou est-ce que tu veux d'abord faire receveur, running back? Faisons quarterback, histoire qu'on évacue le sujet, parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Non, et t'as raison. D'habitude, c'est vrai qu'on finit par ça parce que c'est ce qu'on a envie de parler, mais là, c'est vrai que finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Alors, on a eu 4 quarterbacks différents cette année qui sont rentrés, soit en cours de match. Bon, je suis désolé, il y a des pubs qui s'affichent en bas, là, c'est un peu relou. C'est fort parce que soit t'arrives en bas ou en haut, mais il y a des pubs en bas ou en haut dans les trucs. Bon, c'est pas grave. Tu connais Adblocker? Non, ouais, mais je mets pas de bloqueur parce qu'il y a des gens qui vivent des pubs, et du coup, bref, peu importe, on s'en fout. Daniel Jones, d'ailleurs, ce site-là, je pense que si tu mets de bloqueur, ils n'ont pas de rentrée d'argent sur ces trucs-là. Peu importe, on s'en fout, c'est pas le débat. Donc Daniel Jones qui s'est barré après à la mi-saison, qui a été chez les Vikings, donc ça reste quand même le quarterback le plus prolifique cette année.
Il a joué 10 matchs, il a lancé 2070 yards et on n'en a rien à foutre d'analyser ce qu'il a fait puisqu'il a été nul et qu'il n'est plus chez nous. Donc voilà, sauf si tu as des choses à dire sur lui. Si, on analysera quand même. En fait, on s'en fout d'analyser. Il n'y a aucun des quarterbacks qui sera là l'an prochain, en fait. Donc on s'en fout, en fait. Non, oui, alors dans ce cas, on ne parle pas des quarterbacks, mais je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants à dire. Est-ce que tu veux lister tous les quarterbacks avant qu'on en parle un par un? Il n'y aura pas, Drew Lock, 3 heures, hein, mais ce serait bien qu'on en parle un peu, quoi. Pour moi, le truc peut-être le plus... Il y a des histoires intéressantes. C'est Daniel Jones n'a pas été au niveau qu'on attendait après ce fameux passage en playoff où d'ailleurs il bat les Vikings. Il n'a jamais su rebondir, il a été blessé. Et ces problèmes de O-line lui ont sapé le cerveau. Et je pense que les blessures qu'il a eues, plus des blessures mentales, on va dire, où il était plus en confiance du tout, c'était trop compliqué et clairement, il n'y arrivait plus. Drew Lock, c'était pas une bonne, et ça on en parlera plus sur le podcast sur Josh Allen, mais je pense que c'était une mauvaise signature et que c'était pas un bon quarterback 2 et qu'on aurait pu aller chercher mieux que ça, même s'il a fait un très beau match sur un match qu'on a gagné, qu'on n'aurait peut-être pas voulu gagner, mais on l'a gagné quand même. Bref, donc à part une prestation, le reste a été assez catastrophique. Tommy DeVito, bon bah si maintenant ça y est, on est sûr, c'est pas du tout un joueur sur lequel on va pouvoir compter à l'avenir. Donc voilà, malgré la saison dernière et ses 3 victoires, bah, finalement c'est très compliqué pour lui. Tim Boyle, bon bah voilà, il a à peine joué. Peut-être la question et un des sujets de discussion, c'est est-ce que vraiment c'était une bonne idée d'avoir fait jouer Tommy DeVito par-dessus Drew Lock au moment où Daniel Jones s'est barré? C'était très bizarre comme décision. Moi, je l'avais approuvé parce que je trouvais que c'était mieux de faire jouer un jeune joueur sur lequel on pouvait compter. Et très vite, on a vu qu'il n'était pas au niveau de Vito. Donc bon, bah voilà. Mais ça se retourne maintenant contre Daboll où on dit bah, pourquoi est-ce que tu as mis ton quarterback 3 devant ton quarterback 2? C'est très bizarre. Voilà, bref. Donc voilà, c'est très très décevant et on a sûrement la pire quarterback room de la NFL cette année. Vas-y, je t'en prie. C'est bon? Vas-y. Je me suis dit, à quel moment il est en train d'aborder tous les sujets, j'aurais plus rien à dire. Ouais, je les résume et puis après on rentre dans le détail de ce mais que c'est pour ça que tu disais, tu veux lister les joueurs ou on en parle un par un avant? Alors, si on en parle un par un avant, juste pour te donner un peu la réplique, Daniel Jones, bah oui, en effet, c'est la fin d'une belle expérience. Je rigole, bien entendu, mais je suis le premier déçu de cette conclusion, de se rendre compte qu'en fait, on n'a jamais rien pu faire de ce joueur-là, alors qu'il nous avait montré des belles choses. Mais c'était vraiment une saison où tu voyais que même quand il avait des opportunités, tu as parlé du flea flicker, qui était un bon exemple des joueurs méga ouverts, il ne tente pas, incapable d'anticiper, il se retrouve face à des défenses nues, comme par exemple Cincinnati, qui était l'une des pires défenses. Bah voilà, il nous a fait quand même 4 bons matchs contre les Browns. Il y a eu le match aller contre les Cowboys, il y a eu les Seahawks, il y a eu le match retour contre les Commanders juste avant, qui se chie dessus, excusez-moi du terme, face aux Panthers. Et là, c'était terminé. La seule chose que je dirais sur Daniel Jones, c'est je pense que les Giants se sont vraiment pris les pieds dans le tapis dans sa fin de contrat. Le coup de dire bon, on te met QB3 et puis en fait QB4 et puis en fait on te fait jouer safety à l'entraînement pour comment ça s'appelle, le walkthrough. Voilà. En fait, je pense qu'il aurait mieux valu à partir du moment où ils avaient décidé de bencher Daniel Jones en disant écoute, on te met QB3 parce qu'on va pas te faire jouer. Et tu peux rester chez toi parce que il me semble que c'était ce qu'ils avaient fait avec Derek Carr, les Raiders, quand ils avaient décidé de le laisser sur la touche, et ça aurait évité un peu toute cette humiliation qui était pas nécessaire et qui méritait pas. Ouais. Mais bon, ça c'est quelque chose. Et puis après, bah, le reste, tu as tout dit. Juste sur ça, il voulait aussi qu'il soit là parce qu'il voulait s'exprimer. Il l'avait fait après cet entraînement-là. Donc il voulait aussi lui permettre d'être là pour parler une dernière fois plutôt que de lui dire bah, reste chez toi, on veut plus t'entendre, tu parles plus. Non, mais ça tu pouvais le faire de toute manière. C'est-à-dire que ils l'ont laissé s'exprimer parce qu'il a demandé à être coupé. Mais ça se trouve, si on l'avait dit reste chez toi et tu restes dans l'équipe, il n'aurait pas demandé à être coupé. Il aurait dit bon, j'attends la fin de saison gentiment. Tandis que là, ou alors peut-être qu'il aurait demandé à être coupé, il aurait quand même pu faire une conférence de presse parce que c'est quand même pas commun pour un quarterback qui se fait jarter de faire une conférence de presse un peu comme s'il partait à la retraite. Et d'ailleurs beaucoup de gens dans les médias ont dit mais en fait on voit pas souvent ça. Alors, il y en a aussi qui n'ont pas été très délicats et qui se foutaient carrément de la gueule de Daniel Jones parce que bon, de toute façon c'est tellement facile de chier sur la gueule d'un type qui est gentil. Mais voilà. Et puis après,
ton deuxième point sur Drew Lock, et ça pareil, on pourra en reparler quand on fera le bilan de Joe Shane, mais énorme erreur d'avoir mis des jetons sur lui comme QB2 pour au final ne pas s'en servir comme QB2 parce qu'il était nul. À part ce match contre les Colts où en fait les Colts étaient pire que nous sur ce match et donc lui il a pu un peu se révéler. Drew Lock, c'était vraiment pas la bonne solution comme remplaçant de Daniel Jones, quoi. Ouais. Ça paraissait pas si nul au moment de la signature, et puis en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il n'était pas au niveau. Ouais, bon, voilà, donc effectivement, on a besoin d'un quarterback bon, d'un quarterback qui a une aura, d'un quarterback qui va savoir leader cette équipe. C'est un peu ce qui manquait pour moi à Daniel Jones, même il avait l'air d'être quand même apprécié, et c'est vrai qu'il n'avait pas ce côté... je ne vais pas dire swag, mais ce côté confiance en lui dont tu as besoin quand tu joues à NFL. Tu disais, trop facile de chier sur les mecs gentils. C'est ça, il était trop gentil un peu. Alors, Eli Manning était un peu comme ça, mais Eli Manning, exactement. Il était baqué par ses performances où il avait quand même des résultats qui assez vite ont été assez bons. Daniel Jones, il n'avait pas ça pour l'aider, donc c'était un peu la serpillière et c'était un peu facile de se moquer de lui, même quand il faisait des bonnes performances. C'était à part cette fameuse saison où on a été en playoff, on a gagné un match, malheureusement ça a été compliqué pour lui, et voilà. J'aimerais bien que si on récupère un quarterback, qu'on ait un peu ce quarterback qui ait cette confiance, cette hargne, tu vois, cette mentalité un petit peu différente, plutôt que du mec qui arrive sur la pointe des pieds, coucou, moi je vais être quarterback d'une équipe NFL. Non, tu peux pas, t'es quarterback, t'es là, je sais pas, t'en imposes, tu montres que c'est toi le patron, et puis voilà, quoi. Après, non, mais je pense que son comportement sur le terrain était comme ça. Tu vois, t'as pas besoin de l'idée forcément vocalement. Mais bon, c'est vrai que si tu peux avoir ça aide. Et je pense qu'un Jalen Daniels, par exemple, il avait un peu de la niaque sur le terrain parfois. Oui, bien sûr. On a vu des moments Daniel Jones où justement, on a vu des moments où en fait, alors je sais plus à quel moment, mais à un moment il y a eu un choix de Brian Daboll que Daniel Jones n'a pas apprécié. On le voit qui gueule sur le terrain en mode putain c'est n'importe quoi. Alors, c'était rare. C'est très rare, ça. C'est extrêmement rare. Non, bien Même sûr. quand il marquait des touchdowns, combien il y a de photos où vraiment tu le vois énervé en mode ouais, tu vois, il a marqué. Ouais. Putain, mais t'en as 4 des photos sur tout Internet, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais bon, en tout cas, c'est bien dommage. On lui souhaite quand même le meilleur pour la suite. Finalement, il n'aura pas le Super Bowl avec les Vikings, mais je doute pas un seul instant qu'il va rebondir et qu'il trouvera une place de QB2. Je pense que ça peut être un QB2 très intéressant pour une équipe en NFL. Bien sûr, oui, peut-être que les Vikings sont cette équipe-là, d'ailleurs, peu importe qui choisit son QB1. Ces pauvres Vikings qui sont les nouveaux Cowboys, j'ai l'impression, qui font des super saisons et qui s'éclatent comme des merdes dès le premier match. Et, d'ailleurs, une fois, c'était notre faute il y a 2 ans, mais voilà, c'est aller faire perdre seulement 2 matchs en saison régulière pour au final te faire balayer comme ça derrière en playoff, c'est quand même assez difficile. Et il nous reste du coup à parler des joueurs des receveurs et des running backs, et je vais vous partager un petit tableau. Écoute, je te laisse Thiergo, peut-être on commence par les deux sont mélangés ici, si je dis pas de bêtises. Running back. Allez, commençons par les running backs si tu veux. Vas-y, je te laisse commenter et nous donner un peu. Qui était un poste qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a laissé partir notre plus grand joueur chez les Eagles, qui était donc Saquon Barkley. Et comme je le disais un peu plus tôt, malgré ce départ, on a eu un jeu de course qui était globalement meilleur que par rapport à 2023. Alors bien entendu, il y a eu une meilleure ligne offensive, ça aussi, ça a beaucoup contribué. On commençait quand même la saison avec Devin Singletary qui avait été signé pour être le remplaçant de Daniel Jones, avec en running back 2 Eric Gray et un rookie, Tyron Tracy, qui en était à la 2e saison de running back de sa vie, puisqu'il a commencé à jouer comme running back sa dernière année en université. Et le résultat, c'est que c'est, comme on le voit à l'écran, Tyron Tracy qui était le leader des running backs avec 839 yards à la course, 5 TD à la course, mais il a aussi fait 284 yards à la passe avec un TD à la passe. Saison absolument exceptionnelle du rookie qui nous a bien fait briller, enfin qui nous a fait plaisir, pardon. Et malgré
quelques gaffes. On pense notamment à ce fumble dans les prolongations contre les Panthers à Munich. 5 fumbles, ouais, quand même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. C'est grâce à un fumble qu'il a été titularisé. Puisque tu te rappelles. Un fumble de Singletary pour le coup. Non. Non, parce que c'était contre les Seahawks. Singletary était blessé. Eric Gray avait été titularisé. Et c'est fumble. Voilà, le fumble sur la goal line d'Eric Gray qui est retourné par les Seahawks, 99 yards pour un TD. Et là, on s'est dit, c'est bon, ça suffit. Eric Gray, d'ailleurs, c'est tout ce qu'on dira d'Eric Gray. 3 fumbles. Merci. Non, mais 3 fumbles en quasiment pas de portée, quoi. C'est ça qui est ouf. C'est que... Ah oui, non, mais il est nul de chez nul. Lui non, pareil. Je suis pas d'accord. Il est nul de chez nul. Non, il est pas nul de chez nul, mais son problème de fumble, c'est catastrophique. En returner, il est nul de chez nul. Je comprends pas ce qu'il fait en returner. Par contre, en running back, d'ailleurs, sur ce drive-là, tu te rappelles, il fait un super drive, Eric Gray. Incroyable. On convertit une 3e et 25 yards. Comme receveur. Receveur. Il a remonté le terrain en faisant des screen pass. C'était pas un job de running. Enfin, si, bien entendu, je suis d'accord avec toi, il est en position de running back, mais il remonte le terrain grâce à des réceptions. Donc, en tout cas, tu ne peux pas compter sur lui pour ce poste-là de running back 2. Moi, ce que je pense qu'il faut continuer à faire, et ce qui est bien, c'est de continuer à prendre des running running back dans les late rounds. Tu prends au 5e, 6e tour, tu tombes sur des mecs qui sont OK, qui vont être serviables et qui vont faire quelques saisons, et c'est bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème d'Eric Gray, c'est justement, il a des mains qui sont tellement peu sûres que pour un running back, je trouve ça problématique. Je ne peux pas dire qu'il est dénué complètement de talent, parce que c'est pas vrai. Mais il a fait tellement de bourdes chez nous qu'au bout d'un moment, tu as envie de dire OK, bon, allez, va falloir que tu trouves du boulot ailleurs. Non, et puis tu vas pouvoir trouver très vite quelqu'un d'autre meilleur pour le même prix, voire moins cher. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, c'est pas un mec qu'on va regretter de remplacer, ça, il n'y a pas de doute. Et je suis d'accord avec toi, il faut le remplacer, il faut trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Et en tout cas, Devin Singletary, s'il est plus titulaire, c'est aussi à cause d'un problème de fumble, parce qu'il a aussi fait trop de fumble sur des moments importants où on menait les matchs, etc. Donc ça a été aussi problématique. Et donc, on a eu ce problème global de fumble de nos running backs dans la saison. En tout cas, Tyrone Tracy, 839 yards pour une saison rookie, alors que c'est seulement sa 2e saison en tant que running back, alors qu'il était receveur. En 12 matchs. Ouais. En 12 matchs, non, c'est très très bien. C'est vrai que alors, il a joué 17 matchs, mais il n'y a quasiment pas de portée sur les premiers matchs. Il aurait pu dépasser très largement. Alors, il dépasse les milliards all-purpose, donc entre la réception et la course. Mais c'est vrai que s'il avait été running back titulaire, il aurait normalement assez facilement dépassé les milliards sur la saison. Ça, il est très bien placé pour être titulaire en 2025. Hein. Oui, pour moi, si on le garde pas titulaire en 2025, je trouve ça complètement incohérent avec la performance qu'il nous a faite en 2024. Il faut bosser sur la tenue de ballon pendant l'intersaison et puis sur le poste de running back tout court, parce que comme tu as dit, 2 ans, en fait, il y a plein de choses qu'il ne connaît pas, je pense. Mais il a une très bonne vision, ça c'est vraiment un truc important. Il voit les trous, il est patient, il ne se précipite pas, il sait rebondir sur l'extérieur quand il y a besoin de rebondir sur l'extérieur. Donc c'est vraiment une super trouvaille qu'on a fait là. Et bon, voilà, c'est avec Malik Nabers, c'est le duo, comme on l'avait dit, un 3e duo de rookies qui sont les deux à dépasser plus de milliards. Donc c'est assez génial pour un mec drafté en quoi, 4e, 5e tour, 4e? Je sais plus. Là, comme ça, tu me poses une colle, mais fin de draft, ça c'est sûr. Donc en tout cas, moi, si on garde Tyrone Tracy, Devin Singletary au poste de running back, je trouve ça OK pour des salaires qui sont bien et qui collent en plus à la vision de Josh Allen qui est de ne pas payer 15 millions à running back. Donc ce serait très bien. Et ensuite, il nous reste les receveurs. Et donc là, je vais changer, je vais mettre les yards à la réception pour voir qui a joué. Donc évidemment, Malik Nabers, notre highlight, c'est quoi la lumière de cette saison, le bright spot, comme on peut dire, je sais pas quel est le bon terme pour un peu voilà, c'est le joueur qui pour le coup lui est charismatique, qui a amené des choses et qui vraiment amène cette étincelle à notre attaque. Donc 1204 yards à la réception, 109 réceptions, c'est absolument énorme. Par contre, 109 sur 170, c'est pas ouf, mais comme on a dit, il y a eu beaucoup de fois, on a forcé en fait. On a dit, on lance, on envoie à 10, 12, 13 passes sur le joueur dans un match. Donc il ne va pas tout rattraper, évidemment. 7 touchdowns, c'est pas mal. Ça aurait pu être encore mieux, notamment le yard after catch qui n'avait pas été incroyable, mais ça s'est amélioré en fin de saison. Et pour une saison rookie, faire 1204 yards, c'est juste super, quoi. Enfin, c'est ce qu'on attendait.
Et là aussi, on est sur 1204 yards, alors qu'il n'a pas joué tous les matchs, puisque comme on voit, il en a fait que 13. 15 au lieu des 17 13 possibles. startés et 15 matchs joués, ouais. Voilà, il a loupé deux matchs pour commotion. Donc ça sera à surveiller parce que généralement, les joueurs qui commencent aussi à faire des commotions, ils y sont. C'est pas, enfin, ça leur arrive plus d'une fois. Moi, ce que je note surtout chez Malik Nabers, c'est au niveau de l'altitude, en effet, c'est ce qu'on disait, ça s'est amélioré avec le temps. Il a appris un peu mieux à gérer la presse, à mieux parler. Mais avant ça, d'ailleurs, en fait, c'est ça. J'avais perdu mes notes, donc j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est d'un point de vue statistique, il a fait 3 matchs à plus de 100 yards. Et il a fait un seul match à moins de 50 yards. C'était contre le match aller contre les Eagles. Je savais pas ça. Donc en fait, c'est de là que viennent ces stats. C'est que il a fait beaucoup de matchs il a beaucoup de matchs à 60-80 yards, donc enfin 70-80 yards. Donc tout ça, c'est de la régularité qui a aidé à obtenir ce résultat final. Comme tu as dit, 166 cibles, enfin passent dans sa direction pour seulement 109 réceptions. C'est peu, mais il faut aussi voir les quarterbacks qu'il avait. C'était mon point. Il faut se rappeler qu'il a joué avec 4 quarterbacks différents, dont aucun vrai quarterback qui a été au niveau cette année. Donc, ça, si tu tiens en compte ça, faire 1200 yards en réception sans quarterback, ça, c'est plutôt incroyable. S'il avait un vrai quarterback derrière lui, ça aurait fait très, très mal, je pense. Et il bat des records. Il bat des records parce que non seulement il a battu le record d'Odell Beckham comme étant le rookie receveur avec le plus de réceptions dans l'histoire de la franchise, mais il a aussi battu le record de Steve Smith, qui est le receveur tout court à avoir fait le plus de réceptions en une saison. Steve Smith, en 2009, c'était 107 réceptions en 16 matchs joués, tandis que lui, c'est 109 en 15 matchs joués. Donc, encore une fois, on savait qu'on avait récupéré un énorme joueur à la draft et il nous l'a confirmé. Et voilà, il n'y a plus qu'à, quelque part, lui donner un vrai quarterback pour qu'on puisse exploiter son potentiel au maximum. Oui, tout à fait. Derrière, on a Wendell Robinson qui fait 699 yards à la réception. Par contre, qui fait beaucoup de réceptions, 93. Donc, c'est un ratio qui est assez mauvais. Et là, je pense que ça vient du coaching et du plan de jeu où il est utilisé vraiment presque que dans des passes courtes. Lui, il fait le job. Je pense c'est un joueur qui est correct, qui n'est pas incroyable non plus, qui soit wide receiver 2. Ça, c'est assez problématique. Il ne devrait pas être wide receiver 2 sur cette saison. Ça devrait plutôt être Darius Slayton qui arrive en deuxième position. Petit bémol sur Robinson, c'est ses drops. Il a fait un peu trop de drops cette année. Et d'ailleurs, il est capable de te faire un drop sur une balle facile et derrière d'aller faire, comme on l'a vu sur le dernier match, je crois, contre les Eagles, il fait un drop et puis derrière, il te fait un plongeon pour aller chercher une balle incroyable. Bon, voilà, c'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus régulier, malheureusement. Pas de blessure, par contre, cette année. Donc ça, c'était pour Wendell Robinson. Il a joué tous les matchs, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ses statistiques sont en augmentation par rapport aux années précédentes. Donc forcément, quand tu joues moins de matchs, c'est mieux. Mais après, je te rejoins exactement sur tout ce que tu as dit. Ça devrait pas être. En fait, il devrait être un troisième receveur, tandis que Slayton, dont tu t'apprêtais à parler, est plutôt le receveur 2, mais il est un peu en retrait maintenant. Ouais, et il fait 573 yards. Ça a été notre meilleur receveur pendant longtemps, qui faisait plus de 800 yards, qui a, je crois, jamais dépassé les 1000. Parce que la dernière fois qu'on a vu un receveur à 1000 yards, c'était il y a longtemps. Donc ça, c'est cool d'enfin retrouver ce fameux receveur à 1000 yards. On parle souvent de ça. Darius Slayton, qui est free agent, donc je sais pas s'il a envie de retourner chez les Giants. Je sais pas ce qu'on est prêt à lui donner. Et si on va pas le chercher, en tout cas, il va falloir le remplacer. Parce que justement, un autre point problématique, c'est Jalin Hyatt. On en attendait beaucoup. On avait vu plein de choses sur lui. Il joue quasiment pas. Je sais pas ce qui se passe avec Jalin Hyatt. Il y a un truc qui est soit mal géré, soit lui qui est pas au niveau qu'on l'attendait. J'en sais rien. Mais il fait quoi, Jalin Hyatt? Il fait 8 réceptions, 62 yards. Enfin, c'est catastrophique. Ouais. Tu sais combien de snaps il a fait sans regarder? Combien de snaps il a joué? Ouais. Je sais pas, 40, 50? Non, quand même pas. Mais c'est-à-dire que pour te donner un point de comparaison, Malik Nabers, Wendell Robinson et Darius Slayton, c'est environ 800 snaps, un peu plus de 800 snaps. Ok, je passe 100 ou 200. Lui, il en a fait 346. Et en 346, c'est 19 passes tentées dans sa direction, 8 réceptions, 62 yards. Et on va juste rappeler, ça encore une fois, c'est à mettre sur le dos de notre general manager,
vous le sentez, hein, l'épisode où on va parler du general manager et je m'apprête à le démonter. Mais on a fait un trade-up pour choper Jalen Hayat. Tout ça pour qu'au final, on se dise, en fait, il nous sert à rien. Alors, bien entendu, c'est Brian Daboll qui décide de ne pas s'en servir. Mais il y a quand même un gros problème. Ces deux gars-là sont arrivés en même temps. Ils ont décidé de récupérer Jalen Hayat. Et au fait, Jalen Hayat, ne sert à rien dans cette équipe. Soit il y a une mauvaise analyse du GM et du coach à la fois, et finalement le joueur n'est pas au niveau, soit c'est nous qui n'arrivons pas à le coacher et on décide de ne pas le faire jouer alors qu'il devrait être... Enfin, dans tous les cas, il y a un problème. Donc, peu importe comment on retourne le truc, il y a forcément un souci là-dessus. Et on va terminer sur les tight ends. Alors, moi, j'ai une petite déception quand même, parce que Daniel Bellinger, il fait 14 réceptions, 125 yards. Moi, je suis un peu triste qu'on ne l'utilise pas plus que ça, parce que là, il avait montré des belles choses, et surtout, il a les mains sûres. Vraiment sur des passes compliquées, il va rattraper les ballons et ça c'est souvent, on l'avait déjà vu dans sa saison rookie, on l'a revu cette saison sur des passes qui sont vraiment contestées, où le défenseur est là, il attrape quand même le ballon. Donc je suis un peu déçu qu'on lui envoie pas plus le ballon que ça. Par contre, Theo Johnson, il est monté un petit peu, il y a eu des drops sur ses premiers matchs, on a senti du stress de son côté, il est bon en bloc, donc ça c'est très bien. Et il a commencé à montrer des choses à la réception. Alors malheureusement, il s'est blessé, il a joué que 12 matchs, mais il était 331 yards, donc il aurait pu dépasser il avait des stats qui étaient comparables, on va dire, à celles de Darius Slayton. Donc je pense que c'est un joueur sur lequel on va compter sur les années à venir. Mais voilà, petite déception, Bellinger, moi c'est vraiment un mec que j'aimais bien et je suis un peu déçu qu'on lui lance pas plus de balles. Et surtout, tu as un très bon point sur le fait qu'il ait des mains sûres, parce que là, j'ai les stats sous les yeux. Première saison, donc sa saison rookie, 35 passes tentées dans sa direction, 30 réceptions. Deuxième saison, 28 passes dans sa direction, 25 réceptions. Et là, en fait, on est à 17 passes pour 14 réceptions. Donc, en fait, il te look... Et le fait qu'il ait loupé, par exemple, 5 passes sur la première saison, ça ne veut pas forcément dire que c'est de sa faute. Peut-être que la passe était mal calibrée aussi. Mais c'est un gars qui a les mains sûres et je suis d'accord avec toi. On devrait l'impliquer un peu plus souvent dans le jeu de passe. Mais même quand on avait Darren Waller, les tight ends, ça n'a pas l'air d'être les joueurs préférés de Brian Daboll. Il ne les implique pas beaucoup. Darren Waller avait pas mal de réceptions. Hein. Il avait fait, quand il jouait, il avait eu pas mal de yards. Hein. Je me rappelle plus, mais il jouait plus en position de receveur, Darren Waller, presque, en fait. Il était peu aligné en tant que tight end. Là où Theo Johnson et Bellinger sont vraiment alignés en tant que tight end. Évidemment, parfois, ils sont en slot, il n'y a pas de problème, mais ils jouent beaucoup, ils bloquent beaucoup. Ils étaient souvent alignés ensemble. Et Bellinger a été beaucoup aligné. Je pense que si on regarde ses snaps, il a dû jouer beaucoup, mais il a fait beaucoup de blocs, en fait, pour aider la ligne offensive et aider le jeu de course. Parfois en fullback aussi. Et c'est vraiment un joueur qui sait un peu tout faire. Il sait catcher, il sait bloquer. Et c'est vraiment un mec que j'aime bien, Bellinger. Il faut qu'on le garde dans l'effectif parce qu'on a besoin de mecs comme ça. Et Bellinger, justement, vu que tu parlais de ses snaps, j'ai regardé rapidement. 365 snaps, donc 32% des snaps offensifs, sachant que le seul joueur de l'équipe à avoir fait tous les snaps, donc c'était 1100 snaps et quelques, c'est Greg Van Roten, qui a fait 100% des snaps. Mais attaque, défense et special teams confondus, c'est le seul. Donc, alors que l'année dernière, on avait eu Bobby Okereke qui s'est blessé et puis Xavier McKinney qui est plus chez nous. Ok, donc c'est marrant parce que c'est vraiment le mec qu'on a fait venir à l'arrache au dernier moment et c'est lui qui joue tous les snaps. Donc, Ok. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Non, je pense qu'on a un peu parlé de tout le monde. Non, on a fait le tour. On termine sur une déception, mais c'est aussi c'est à l'image de la saison des Giants côté offensif. Non, c'est clair. Alors pour parler de l'attaque et un peu du coaching, donc Mike Kafka a été reçu pour des interviews chez au moins 3 ou 4 équipes, je crois, pour des postes de head coach. Alors je sais pas ce qui peut donner envie aux équipes de récupérer Kafka après une saison comme ça, ou même 2 saisons, même si c'est pas lui le maître à penser de notre attaque, ça reste Brian Daboll. Je sais pas ce qu'ils ont pu voir qui leur fait dire qu'ils ont envie de le récupérer. Bref, quand même, m'est avis que les Giants aimeraient qu'il se barre de lui-même, ça leur éviterait d'avoir à le virer pour le remplacer, parce qu'il est un peu dans une situation inconfortable où ils l'ont mis head coach numéro 2, je sais plus, encore une fois j'ai oublié ce terme officiel qu'ils lui ont mis, et puis il n'appelle pas les jeux, assistant head coach, voilà. Donc en fait on sait pas, est-ce que c'est assistant head coach ou assistant au head coach, un peu comme dans The Office. Je sais pas trop vraiment quel est son poste, c'est un peu bizarre, je pense qu'il est... Je me demande s'il est heureux d'être là, voilà, j'en sais rien. À mon avis, ça vaudrait le coup de changer un peu et d'aller chercher quelqu'un d'autre, même si, voilà, encore une fois, c'est Brian Daboll qui va être au cœur de tout ça et c'est lui qui va décider de tout. Il a été plus ou moins, quand même,
encouragés très fortement par notre propriétaire à ne plus appeler les jeux. Donc, on va voir comment ça va se passer l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre mot à dire sur cette attaque avant qu'on clôture? Non, je pense qu'on peut conclure là, et puis et la prochaine fois, on discutera de la défense. Et ben voilà, la prochaine fois, on discutera de la défense. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao tout le monde! Salut!